Je suis arrivé à Paris un mardi de septembre, un de ces jours où la lumière semble flotter entre les immeubles comme un drap blanc. J'avais 23 ans, un sac sur l'épaule et l'illusion naïve que je savais déjà ce que je voulais faire de ma vie. La vérité? J'étais perdu. Je venais étudier l'économie à l'université Paris-Dauphine. Ma mère avait insisté pour que je loge chez une de ses vieilles amies. Une femme formidable, très gentille, très élégante, disait-elle. Elle ne m'avait jamais montré de photos, mais elle répétait toujours son nom avec un respect presque solennel. Isabelle Marchand. Le taxi s'est arrêté devant un immeuble haussmannien du 16e arrondissement, balcon en fer forgé, porte massive, silence feutré. L'endroit où l'on imagine vivre des gens qui n'ont jamais couru pour attraper un bus de leur vie. J'ai sonné. Et quand la porte s'est ouverte, je me suis figé. Elle était là. Une femme grande, blonde, un port de tête d'une élégance presque royale. Les yeux d'un bleu froid, mais profond, d'un bleu qui vous observe avant de vous laisser entrer. Elle portait une robe crème, simple mais parfaitement coupée. Elle avait l'air de sortir d'un magazine ou d'une autre époque. Et elle m'a souri. Pas un sourire chaleureux, un sourire intrigué. « Tu dois être Malik », a-t-elle dit en inclinant doucement la tête. Je n'avais jamais vu quelqu'un sourire comme ça. Un sourire qui vous enveloppe, mais garde une distance. Un sourire dangereux. Je suis entré, et dès les premières secondes, j'ai senti quelque chose d'inexplicable. Un courant dans l'air, un champ magnétique invisible. Je pensais que c'était juste moi, que j'étais impressionné. Je me trompais. L'appartement était immense, silencieux, décoré avec goût. On sentait en tout qu'elle avait de l'argent, beaucoup d'argent. Et elle, Isabelle, se déplaçait comme une femme qui n'avait jamais eu besoin de courir après quoi que ce soit. Tout venait à elle. Ta chambre est au fond du couloir, installe-toi. Ensuite, viens prendre un thé. Nous devons parler. Nous devons parler. Je ne savais pas encore que cette phrase allait changer ma vie. Je m'étais imaginé une femme d'âge mûr, maternelle, peut-être un peu autoritaire. En réalité, elle était tout le contraire. Elle avait ce charisme qui vous aspire, cette présence qui vous oblige à la regarder. Et ce parfum, doux mais profond, qui pouvait faire perdre le fil d'une phrase. Quand je me suis assis au salon, elle m'attendait déjà. 2 tasses, un thé fumant, la fenêtre ouverte sur Paris. « Ta mère m'a beaucoup parlé de toi, dit-elle. »« Vraiment ? » ?»« Oui. Elle dit que tu es sérieux, respectueux et un peu trop gentil pour ton propre bien. » Elle a relevé les yeux. Et j'ai senti une tension. Une vraie. Pas une tension sexuelle. Pas encore. Une tension électrique, dangereuse, comme si nous jouions un jeu sans connaître les règles. « Je veux que tu te sentes bien ici, » continua-t-elle. « Merci, vraiment. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. » Elle a posé sa tasse lentement. « Je suis une femme qui aime sa tranquillité. Mon univers est particulier, disons, fragile. Je ferai attention. Je l'espère, parce que je n'aime pas quand mon équilibre est bouleversé. » Un silence. Long. Presque trop long. Et dans ce silence, j'ai senti quelque chose. Une sorte de reconnaissance. Comme si elle aussi sentait que quelque chose en moi venait secouer son monde. Puis, elle s'est levée, a marché vers la fenêtre et a dit d'une voix qui n'attendait aucune réponse « Tu n'es ici que pour quelques mois. Alors faisons en sorte que tout reste simple, d'accord ?» J'ai hoché la tête. Mais je savais déjà que rien ne serait simple. Rien du tout. Et le moment où j'en ai été certain, ce fut le soir même.
J'allais vers la cuisine pour prendre un verre d'eau. Elle était là, en robe de nuit, devant le frigo ouvert. La lumière blanche éclairait sa silhouette, fine, élégante, irréelle. Elle m'a regardé, pas surprise, pas gênée. Et pour la première fois, elle a eu ce regard. Celui d'une femme qui voit un homme, pas un étudiant, pas le fils d'une amie. Un homme. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle doucement. Je n'ai pas su répondre. Elle s'est avancée. Très près. Trop près. Et dans un souffle presque imperceptible, elle a murmuré « Fais attention, Malik. À Paris, tout peut arriver. » Puis elle est partie. Et c'est là que tout a commencé. Les jours suivants, je découvre la routine d'Isabelle. Elle se lève tôt, prend un café noir devant la fenêtre, lit Le Monde en silence, puis s'habille avec une élégance qui semble naturelle, presque innée. Elle parle peu. Elle observe beaucoup. Et moi, je fais partie de son décor, comme un invité invisible. Sauf que je sens, dans chacun de ses regards, que je ne suis pas invisible du tout. Un soir, je travaille sur une dissertation à la table de la salle à manger. Isabelle traverse la pièce. Elle porte une chemise blanche légèrement ouverte, un pantalon noir parfaitement taillé. Elle sent le jasmin et la pluie sur la pierre chaude. Elle s'arrête derrière moi. « Tu travailles sérieusement ?» dit-elle d'une voix calme. « J'essaie. » Elle pose doucement sa main sur le dossier de ma chaise. Pas sur moi, mais si proche que je sens la chaleur de sa peau. « Tu as une belle ténacité, » murmure-t-elle. Ce n'est rien. Juste une phrase. Juste un geste anodin. Mais mon cœur rate un battement. Et elle le sait. Je le vois dans ses yeux. Elle sourit, un sourire presque imperceptible, mais chargé d'une étrange satisfaction. Puis s'éloigne sans un mot. Une semaine plus tard, elle m'invite, ce qui est déjà inhabituel, à l'accompagner à une exposition près du pont Alexandre III. « Tu as besoin de voir Paris autrement que par les livres, » dit-elle. Elle porte une robe bleu nuit, le genre de robe qui rend les lumières de la ville encore plus belles. Moi, j'ai mis ma plus belle chemise, un peu nerveux, un peu fier. Nous marchons sur les quais. Le vent est frais. La Seine brille comme un miroir brisé. « Tu aimes Paris ?» me demande-t-elle. J'aime ce qu'il me fait ressentir. Et moi? Elle dit ça très doucement. Je m'arrête. Elle continue de marcher, comme si sa question n'était qu'un souffle perdu dans la nuit. Isabelle, pourquoi vous me demandez ça? Elle se tourne vers moi. Elle a ce regard, un mélange de défi et de vulnérabilité. Parce que tu n'es pas aussi naïf que je le croyais. Elle marque une pause. Et parce que tu me regardes, comme on ne m'a pas regardé depuis longtemps. Mon cœur se serre. Je ne veux pas mal comprendre. Je ne veux pas imaginer ce qui n'existe pas. Je vous respecte, Isabelle. Et si je ne voulais pas que tu me respectes, je reste figé. Elle sourit, un sourire triste, profond. Ne réponds pas. Pas maintenant. Mais tu es jeune, Malik. Je sais. Et moi, je suis trop vieille pour jouer avec le feu. Elle se détourne, reprend la marche. Je la suis. Mais quelque chose a changé. Quelque chose entre nous a basculé, exactement comme elle me l'avait prédit. Après cette soirée, tout devient plus intense. Pas ouvertement, non. Isabelle est trop fière, trop intelligente pour faire le premier pas. Mais les signes, ils sont partout. Elle me croise dans le couloir et laisse ses doigts frôler mon bras. Par accident. Elle me demande de l'aider à ouvrir un bocal, mais elle reste si proche que nos respirations se mélangent. Elle me regarde quand elle pense que je ne la vois pas, et la nuit, j'entends ses pas dans le couloir,
comme si elle approchait de ma porte sans jamais l'ouvrir. Et je pense à elle. Tout le temps, j'essaie de lutter, mais c'est futile. Elle me hante. Un soir, une pluie violente s'abat sur Paris. Le tonnerre fait trembler les vitres. Je suis dans ma chambre, incapable de me concentrer sur mes cours. Et soudain, on frappe à ma porte. Je reconnais sa voix. « Malik, tu es réveillé ?» Je me lève, ouvre la porte. Elle est là, en robe de chambre. Ses cheveux sont lâchés, légèrement humides. Elle a l'air plus fragile que jamais. « Je n'arrive pas à dormir, » dit-elle simplement. « La tempête ?» Non. Elle me regarde droit dans les yeux. Pas la tempête. Tout mon corps se tend. Elle entre dans ma chambre. Elle marche lentement, comme si chaque pas était un choix réfléchi, puis elle s'arrête devant la fenêtre où la pluie frappe le verre. « Je déteste les orages, » murmure-t-elle. « Vous voulez que je reste avec vous ? Je veux... » Elle ferme les yeux. Respire. « Je veux juste que tu sois là. » Je m'approche. Elle ouvre les yeux. Et ce que je vois alors, ce n'est plus la femme élégante et distante. C'est une femme seule. Une femme qui a peur d'aimer encore. Une femme qui lutte contre elle-même. « Isabelle, ne dis rien. » Elle pose sa main sur ma joue, un geste doux, un geste dangereux. Laisse-moi juste profiter de ce moment. Nos fronts se touchent, nos respirations se confondent. Et pendant quelques secondes, Paris disparaît. La pluie disparaît. Le monde disparaît. Il n'y a qu'elle. Et moi. Et l'espace minuscule entre nos lèvres qui brûle. Elle recule soudain. Trop vite, je suis désolé. Je ne peux pas. Pas ça. Puis elle quitte ma chambre, presque en courant. La porte se referme. Et je comprends que nous avons franchi une limite dont ni elle ni moi ne reviendrons. La pluie s'est arrêtée juste au moment où Élodie et moi atteignions le palier de son appartement. Un air tiède traverse le couloir, portant avec lui une odeur de pierre humide. Elle ouvre la porte, me laisse entrer, et quelque chose change dans sa manière de respirer. Comme si, d'un raptum, unei bilchenema esil prikidatissa. Lucas, il faut qu'on parle, murmure-t-elle. Elle retire son manteau, le pose sur le dossier d'une chaise. Je ne sais pas pourquoi, mais mes mains tremblent. Peut-être parce que je sens que cette conversation va tout bouleverser. Elle se tient devant la fenêtre, la lumière de Paris illuminant ses cheveux encore mouillés par la pluie. Puis elle se tourne vers moi et ses yeux semblent chercher une permission. Ce qu'il s'est passé ce soir, ce rapprochement entre nous. Je ne veux pas que tu penses que j'abuse de toi. Je secoue la tête. Vous n'abusez de rien. C'est moi qui... Je m'arrête. Les mots n'osent pas sortir. Elle avance d'un pas, puis d'un autre. Et soudain, nous ne sommes plus qu'à quelques centimètres. Lucas, tu es tellement jeune, tu pourrais être mon fils. Mais je ne le suis pas, dis-je dans un souffle. Un silence lourd. Ses doigts effleurent sur ma joue. Ce n'est rien. Juste un contact ténu, innocent. Mais il me transperce. Depuis que tu es arrivé dans cet immeuble, commence-t-elle. Sa voix tremble faiblement. Je m'interdis de te regarder comme une femme regarde un homme. Parce que c'est dangereux. Parce que c'est insensé, parce que... Elle ferme les yeux. Parce que j'ai peur de ce que je ressens. Et là, tout se brise en moi. Toutes les barrières que j'avais essayé de dresser. Tous les mensonges que je me racontais. Je m'approche encore jusqu'à ce que nos souffles se mélangent. Élodie, moi aussi j'ai peur. Elle ouvre les yeux et tout Paris disparaît. Elle ne me touche pas. Elle ne m'embrasse pas.
Mais elle me regarde comme si elle reconnaissait enfin la vérité qu'elle tentait de fuir depuis des semaines. Lucas, si on continue, on va tout compliquer. Je sais. Ta mère, ma fille, les gens, je sais. Et pourtant, me dit-elle, la voix si douce que j'en perds l'équilibre. Je ne veux plus te repousser. C'est moi qui recule cette fois. Pas parce que je doute, mais parce que quelque chose en moi explose. La peur, le désir, la tendresse, la frustration. Alors qu'est-ce qu'on fait, dis-je. Elle souffle un rire triste. On essaie d'être raisonnable. Et si je n'ai pas envie d'être raisonnable? Ses yeux se baissent. Elle se mord la lèvre comme si elle s'interdisait quelque chose. Moi non plus. C'est à ce moment-là que le téléphone d'Élodie sonne. Elle regarde l'écran. Le sang quitte son visage. Je demande. Tout va bien? Elle hoche la tête. Mais je sais que c'est un mensonge. C'est Léa, dit-elle enfin sa fille. La meilleure amie de ma sœur. La seule personne qui pourrait transformer notre monde fragile en ruine. Elle ne décroche pas. Elle éteint son téléphone d'un geste sec, presque violent, puis elle dit « Lucas, je crois que tu devrais rentrer chez toi. Le coup est brutal. Mais je comprends. » Je prends ma veste, je marche vers la porte. Avant de sortir, je me retourne. Ce que vous ressentez, ce n'est pas que dans ma tête, n'est-ce pas? Elle reste immobile. Puis elle répond « Non, Lucas. Ce n'est pas que dans ta tête, c'est dans la mienne aussi. » La porte se ferme entre nous. Et pourtant, je sais. Ce n'est pas la fin. C'est juste le début de l'incendie. Je descends les escaliers de l'immeuble comme un somnambule. Le froid de la nuit me gifle, mais rien ne m'éveille vraiment. Dans ma tête, les mots d'Élodie tournent en boucle. Ce n'est pas que dans ta tête, c'est dans la mienne aussi. J'ai 23 ans. Elle en a 49. Le monde peut bien dire ce qu'il veut. Mais ce soir-là, une chose est claire. Je ne peux plus revenir en arrière. Et elle non plus. Élodie m'évite. Pas violemment. Pas froidement. Elle passe dans les couloirs quand elle sait que je n'y suis pas. On s'envoie des bonjours polis, rédigés avec une précision chirurgicale, comme si chaque syllabe risquait de nous brûler. Mais nos regards, eux, trahissent tout. Chaque fois que je croise ses yeux, j'y lis ce que je ne devrais jamais y voir. De la tendresse du désir. Et surtout, du manque. Elle me manque. J'ai l'impression de devenir fou. 3 jours plus tard, tout explose. Je suis en train de sortir du bâtiment lorsqu'Élodie apparaît au bout du couloir. Elle porte un manteau beige, un foulard bordeaux et un visage qu'elle ne parvient plus à contrôler. Quand elle me voit, elle s'arrête. Moi aussi. Pendant 1 seconde, Paris disparaît autour de nous. « Lucas, il faut qu'on parle. » Ce « il faut » n'a rien d'innocent. Il sonne comme « j'abandonne la bataille ». On monte chez elle. Je ne dis rien. Elle tremble à peine, mais je remarque tout. Elle ferme la porte et s'adosse contre, comme si elle avait besoin d'un support pour ne pas tomber. « Je n'en peux plus, » dit-elle. Je pensais que la distance calmerait tout, mais ça empire. Je fais un pas. Elle recule d'un pas. « Lucas ?» Elle secoue la tête. « Je suis plus âgée que ta mère. Tu réalises? » « Oui. Je suis la mère de la meilleure amie de ta sœur. »« Oui. Je devrais te protéger, pas te désirer. » Je fais un 2e pas. Elle recule encore. Mais elle ne cherche plus vraiment à fuir. Et pourtant, « Je te veux », dit-elle dans un souffle. C'est la première fois qu'elle le dit à voix haute. Et ça la détruit. Ses yeux brillent. Elle lutte contre elle-même. Alors je réponds « Moi aussi, Élodie, je te veux. Je pense à toi tout le temps. Je n'arrive plus à dormir.
Je deviens dingue. Elle ferme les yeux. Une larme coule. Et tout s'écroule. Elle s'avance d'un pas maladroit, pose une main sur ma joue et murmure « Alors tu sais quoi? Tant pis pour la logique, tant pis pour les règles, tant pis pour les gens. » Elle m'attire vers elle. Tout se passe comme dans un rêve. Son parfum, sa chaleur, ses mains, sa respiration tremblante contre ma joue. Quand nos lèvres se touchent, c'est à la fois brûlant et fragile. Comme si on écrivait un secret que personne ne doit jamais lire. Elle m'embrasse d'abord doucement, puis plus profondément, comme une femme qui s'est privée trop longtemps. Je glisse mes doigts dans ses cheveux. Elle frissonne. Son dos touche le mur. Ma main descend le long de sa taille. Elle retient un souffle. Puis elle dit « Lucas, si on continue, il n'y aura plus de retour en arrière. Je ne veux pas revenir en arrière. » Elle m'attire encore plus près. Moi non plus. Le monde disparaît. On est encore enlacés quand le téléphone d'Élodie vibre dans sa poche. Elle ferme les yeux, déjà agacée. « Ignore-le, dis-je. » Elle hésite, mais la sonnerie insiste, persistante, nerveuse. Elle regarde l'écran et son visage se vide de tout sang. C'est Léa. Encore. Mais cette fois, elle décroche. « Allô ? » Je n'entends pas ce que dit Léa, mais je vois Élodie devenir blanche comme une feuille. Elle se tourne vers moi, une main sur la bouche. « Quoi ? Quand ?» Elle tremble, lâche presque le téléphone. J'arrive tout de suite. Elle raccroche, essoufflée. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» je demande. Elle me regarde et sa voix est à peine audible. « Léa, elle a eu un accident. Elle est à l'hôpital. Elle prend son sac, sa veste, son foulard. Mais elle ne sort pas. Elle se fige devant moi. Elle me regarde comme si elle avait peur que je disparaisse dès qu'elle tourne la tête. « Lucas, Elle passe une main contre ma joue, tremblante. « Je veux que tu viennes. Je ne veux pas être seule. » Ces mots me frappent en plein cœur. Je suis là. Je suis avec toi. Toujours ? Toujours. Alors elle attrape ma main. Et pour la première fois, elle ne la lâche pas. On traverse Paris à toute vitesse. La ville défile, floue, violente, nerveuse. Quand on arrive, Léa est consciente. Juste quelques contusions, une grosse frayeur. Élodie fond en larmes en la serrant contre elle. Je reste en retrait. Je laisse ces retrouvailles exister sans moi. Mais Léa finit par lever les yeux. Elle me voit, et son visage s'illumine. « Lucas ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? » Je n'ai pas le temps de répondre. Élodie prend ma main. Devant sa fille. Devant le monde. Comme si elle avait cessé d'avoir peur de tout. Léa regarde nos mains, puis nos visages. Un silence, puis un sourire malicieux. « Maman, je savais. »« Quoi ? Je vous ai vu. Dans l'immeuble. Vos regards. C'était évident. » Élodie devient rouge comme une ado prise en faute. « Léa ? Ce n'est pas... Enfin... On ne... Maman, sérieux ? Il te plaît, tu lui plais. Vous êtes adulte. Je suis choqué de rien. Je reste pétrifié. Et ému. Très ému. » Léa ajoute « Et puis, Lucas ? Il est canon. Je t'approuve, maman. » Élodie éclate de rire malgré elle. Un rire nerveux, soulagé. Et ses doigts serrent les miens encore plus fort. Dehors, après tout ça, on s'assoit ensemble sur un banc près de l'entrée de l'hôpital. Le vent frais passe, mais je me sens brûlant. Elle pose sa tête sur mon épaule. Sa main reste dans la mienne. « Tu sais que c'est fou tout ce qu'on vit ? » ?»« Oui. »« Et tu veux toujours... nous ?» Je tourne son visage vers le mien. « Oui, Élodie. Je ne veux rien d'autre. » Elle sourit. Un sourire que je n'avais jamais vu. Un sourire sans peur. Alors on ne se cache plus. Je l'embrasse. Et pour la première fois, elle ne se retient pas. Ce soir-là,
quelque chose s'achève et quelque chose commence. Elle n'est plus ma voisine. Elle n'est plus juste la mère de l'ami de ma sœur. Elle est mon choix, mon amour, ma folie, ma vérité. Et Paris nous regarde sans rien dire. Cette histoire se termine là où la peur disparaît enfin. Lucas et Élodie rentrent ensemble, main dans la main, sans se cacher. Pour la première fois, ils marchent dans Paris comme un couple, libre et assumé. Léa, amusée et touchée, accepte leur relation. Leurs proches finiront par comprendre, avec le temps. L'âge n'a plus d'importance, les règles sociales non plus. Il ne reste que deux personnes qui, malgré leurs différences, ont choisi de s'aimer. Un amour né par hasard. Un amour qui a tout changé. Et dans cette ville lumière, une évidence s'impose. Les plus belles histoires sont celles que personne n'attendait.